Merci d'être venu ce matin. Donc, nous avons décidé d'organiser une réunion de présentation de la mission cinéma du ministère de la Défense. Alors, ils ne sont pas venus en uniforme, hein, évidemment. Bon, très civil, mais le capitaine Molinier, commandant. Ah, oui, mais il y aurait eu l'uniforme, je ne serais pas trompé. Bon. Olivier René Veillon, qui est le chef de la mission cinéma, le commandant Michael Molinier, qui est adjoint, chef de mission, et ils sont venus nous parler donc de la mission cinéma du ministère de la Défense. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant de les faire venir parce que la première fois que j'ai mis les pieds au ministère de la Défense dans les nouveaux locaux, d'ailleurs, qui sont vraiment bien, on appelle ça le Pentagone français. Voilà, l'Hexagone dans le 15e arrondissement, c'était pour la présentation d'une série dont la saison 3 va bientôt apparaître sur les écrans, le Bureau des légendes, qui a beaucoup travaillé avec le ministère de la Défense pour assurer la crédibilité de cette série qui parle d'espionnage. Bon. Et enfin, vous appelez ça renseignement. Bon. Et ces activités qui au départ, moi j'ai participé à des voyages avec le ministère de la Défense, étaient plutôt consacrés à la promotion des tournages. Et il y a toujours une grosse promotion des tournages, mais il y a maintenant, vous êtes monté plus en amont au niveau de l'écriture pour aider les auteurs à assurer la crédibilité de ce qu'ils écrivent sur les activités de défense nationale. Mais moi, je n'ai rien à dire sur le sujet, donc je vais peut-être laisser Olivier René Veillon commencer. Voilà. Merci Pascal. Donc merci à la SACD de nous inviter. On en est très heureux et très honoré. C'est un plaisir par ailleurs d'être ici. En effet, la relation avec les auteurs nous importe beaucoup, car comme vous le savez, le point de vue en la matière du ministère de la Défense, c'est que le contenu est essentiel et le travail sur le contenu est la clé d'un développement à la mesure des enjeux. Comme les événements récents nous l'ont rappelé, la guerre se fait avec des images et nous sommes en guerre. La situation est telle que la mobilisation de l'ensemble de ceux qui sont concernés par la défense de notre démocratie passe par une réflexion, un travail sur les contenus audiovisuels et cinématographiques, sur la manière dont ces contenus se mesurent aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, ces enjeux de défense en particulier, qui concernent toute la nation, qui concernent la relation de la nation avec ses armées, lien qui est évidemment particulièrement précieux et nécessaire, et au renforcement duquel la mission cinéma a vocation à contribuer. Alors qu'est-ce que la mission cinéma, telle qu'elle a été définie par le ministre de la Défense lors de la présentation de celle-ci, c'était le 2 mai dernier, à l'occasion de la première du Bureau des légendes? Eh bien, la mission cinéma, c'est la continuité de l'activité d'accueil de tournage du ministère de la Défense, dont Michael Molinier a assuré le développement ces dernières années avec son équipe. Mais c'est également un travail qui se situe, comme l'a rappelé Pascal Rogard, plus en amont, et notamment en phase de développement, de manière à ce que ce travail sur les contenus puisse pleinement bénéficier d'un engagement du ministère de la Défense à ouvrir l'ensemble des dossiers de façon à ce que le travail des créateurs se fasse en toute connaissance de cause, dans les limites de l'exercice évidemment, mais en allant assez loin dans le partage des informations nécessaires à un travail d'écriture de qualité. Car le pari qui est le nôtre, qui est un pari, sur la création, c'est de considérer que c'est de la qualité du travail, de la qualité du contenu,
que dépendent, je dirais, la mise en scène effective de ces enjeux de défense qui doivent être partagés. C'est un enjeu démocratique le plus largement possible. Donc c'est un pari sur la création, c'est un pari sur le contenu, et c'est pas par hasard si le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a fait sa première déclaration sur la vocation et le rôle de la mission cinéma dans le cadre de la présentation du Bureau des légendes. Le Bureau des légendes est à mains égards une série emblématique de cette relation particulière que le ministère de la Défense souhaite entretenir avec les créateurs, à savoir que c'est le point de vue d'un créateur à part entière, Éric Rochant, avec sa vision, ses obsessions, ses passions, ses engagements, son sens de la fiction, son sens de la création d'un univers, mais avec aussi, puisque cela correspondait très profondément à sa demande, avec un niveau d'information et d'expertise poussé très loin, de façon à ce que dans cette série où évidemment tout est faux, tout soit aussi vrai. Car c'est bien cela l'enjeu de la fiction, c'est de produire une illusion crédible et que cette illusion le soit, je dirais, aussi loin qu'il est possible pour produire ces effets de vérité qui sont nécessaires à la compréhension des enjeux. Alors évidemment, rien dans le détail n'est révélé du fonctionnement des services, comme on dit, mais en réalité, tout, par la qualité du travail d'écriture, par la qualité du travail de l'équipe de scénaristes qui, sous la direction d'Éric Rochant, a conçu cet univers particulier, tout va vers une compréhension intelligente des enjeux, c'est-à-dire une intelligence à la fois globale des situations telles qu'elles sont décrites, mais aussi avec un sens de la précision et du détail fondé dans une relation très privilégiée à l'expertise de ceux qui assument ces missions, qui le font bien évidemment dans le secret, mais le fait qu'ils le fassent dans le secret ne signifie pas que le public soit exclu de toute appréhension de ces réalités. Donc on est dans un cadre entre guillemets difficile, puisque ce sont des activités qui sont par définition secrètes, mais qui doivent être comprises par l'ensemble de ceux à qui elles sont destinées, c'est-à-dire la communauté nationale, qui doit comprendre de quelle nature sont ces enjeux. Et c'est évidemment le travail de la fiction, quand il est évidemment approfondi et de qualité, fondé sur un accès à des informations et à une expertise qui permet à celui-ci de se développer dans les meilleures conditions, mais évidemment avec toutes les conventions du genre. Alors le rôle de la mission cinéma, c'est très clairement celui-ci, c'est-à-dire d'accompagner les créateurs dans leur désir de fiction, faire en sorte que celui-ci se nourrisse de tous les éléments tangibles qui permettent non pas d'orienter le propos, ce serait bien maladroit et parfaitement ridicule que d'aller dans ce sens-là, mais de nourrir le propos, c'est-à-dire de lui donner tous les éléments de référence qui permettent effectivement d'écrire dans de bonnes conditions et dans le respect évidemment des conventions du genre, car par définition, le pari sur la création ne se partage pas et à partir du moment où il est assumé, il va jusqu'à son terme et il n'y a pas lieu d'avoir à entrer dans les partis pris qui sont ceux des scénaristes, des créateurs, quand ils écrivent et quand ils mettent en œuvre précisément une œuvre de fiction. C'est pour cela qu'on est bien dans cet univers-là et qu'on fait ce pari que de considérer que plus la fiction est profondément renseignée dans sa conception d'origine, dans son écriture, plus celle-ci sera capable de percevoir les enjeux et donc de les faire partager, puisque notre ambition et notre rôle, c'est de faire partager ces enjeux de défense qui sont dont le partage est ô combien nécessaire, parce que je dirais la cohérence de l'action passe par le soutien de la nation à ses armées, et c'est très très précisément la mission qui est la nôtre. Donc voilà où on se situe, ce qui signifie en termes beaucoup plus concrets que
tous les projets sont les bienvenus, sans... Expliquez un peu concrètement aux scénaristes qu'est-ce que les services que peut apporter la mission. Alors très concrètement, les situations peuvent être infiniment variées, mais tous les projets sont les bienvenus. C'est-à-dire que nous sommes en situation de pouvoir, dès l'amont, entrer dans un dialogue aussi substantiel que nécessaire avec ceux qui portent un projet pour les aider à développer celui-ci. Alors, cela peut conduire à mettre en relation les scénaristes avec les experts, ceux qui sont, par exemple, un événement particulier qui est connu du grand public peut ne pas l'être dans sa généalogie réelle, parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Bon, un événement militaire peut n'être pas connu, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui relèvent de la logique interne au fonctionnement des armées. Donc cette logique-là peut être investiguée par un scénariste dans la relation avec les experts qui sont les militaires à avoir, qui ont été engagés sur l'épisode en question, pour pouvoir donner tout le détail possible de l'information nécessaire. Donc on peut travailler en amont dans le développement du contenu, en mobilisant les expertises, puisque nous faisons l'interface avec l'ensemble des armées et des services. Et Dieu sait s'il y a des expertises extraordinairement variées. C'est bien l'armée, c'est pas la gendarmerie, pour être clair. Non, la gendarmerie, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc c'est l'ensemble des armées et des services, la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, les services de renseignement qui sont des services de renseignement militaires, qui sont accessibles à travers la mission cinéma, qui a également le rôle de rendre possible la production des films eux-mêmes, une fois que ceux-ci sont écrits, ou dans la phase de développement et d'écriture. Il faut évidemment avoir en vue les conditions de production du film. Et si vous écrivez un film dont le sujet mobilise évidemment des lieux, des situations, des moyens matériels exceptionnels, il est clair que cela suppose un travail qui se fait avec les armées concernées. Et c'est via la mission cinéma que ce travail se fait. On est actuellement en développement, on entre en production de plusieurs longs métrages à sujet, dont le sujet est très très directement lié à ces enjeux de défense que j'ai évoqués. Et ce sont des films qui mobilisent des moyens tout à fait exceptionnels et qui évidemment ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas une participation très étroite au développement des films, à la conception de ceux-ci, à l'organisation de la production. Donc on a vocation à aller assez loin dans la préparation des tournages eux-mêmes, à partir du moment où les sujets sont des sujets qui le supposent. Et actuellement, il y en a plusieurs qui rentrent en production en ce moment. Alors, les films peuvent être de nature très diverse. Il y a les films ou les séries, les contenus audiovisuels ou cinématographiques concernés peuvent être de nature extrêmement diverse. Ça dépend de l'énergie créatrice et de la manière dont ces films rentrent en production, trouvent producteurs, diffuseurs et l'ensemble de la chaîne engagée dans le projet. En tout cas, la mission cinéma a pour vocation de prendre sa part dans le développement de ces œuvres et de faire en sorte que celui-ci soit possible et qu'on trouve des solutions en termes de production qui permettent d'arriver à la production notamment de films à forte plus-value spectaculaire. Il est clair que ce type de film-là suppose des mobilisations de moyens que le cinéma français ne peut s'autoriser que s'il y a une participation effective des armées. Ça a été le cas très fréquemment pour le cinéma américain, puisque celui-ci travaille dans une relation assez étroite avec les trois armées, d'ailleurs, qui sont toutes les trois représentées à Hollywood de manière tout à fait conséquente. Donc c'est dans le même esprit et dans
la spécificité et du cinéma français et du ministère de la Défense en France, qu'on est en situation de pouvoir travailler à la fois dès le départ, dès la conception, dès l'écriture, et ensuite dans le détail de la préparation des tournages. Alors il faut savoir que les ressources dont dispose le ministère de la Défense sont très importantes. Elles sont par ailleurs très fortement mobilisées, puisque la France est engagée sur de nombreux théâtres d'opération. Il y a un très fort niveau d'engagement opérationnel des armées françaises actuellement, hein. Mais malgré cela, cela fait partie des enjeux que d'être présent dans cette guerre des images. Donc il y a une ambition qui fait qu'on trouve les solutions. Actuellement, par exemple, la marine est très sollicitée. Sur les bases de Brest et de Toulon, on n'a rien moins que 4 tournages simultanés, alors que la base de Brest doit reconduire les sous-marins russes qui s'approchent des eaux territoriales françaises de manière systématique et dangereuse, et que la pression opérationnelle sur la marine est très très forte en ce moment. Et les engagements de la marine sont considérables. Ce qui fait d'ailleurs qu'on ne peut pas répondre absolument à on essaye de répondre à peu près à tous les projets. On ne peut pas répondre absolument à tous les projets en raison, la seule limite, c'est ça, c'est la pression opérationnelle. Mais il y a actuellement une forte mobilisation de l'ensemble des armées face à ces enjeux en matière d'image, qui font qu'on trouve une écoute et une disponibilité malgré cette pression opérationnelle qui est considérable. Commandant, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, bon, Olivier René a déjà tout dit, mais je voulais revenir sur ce qu'était le bureau avant la mission cinéma. Il est vrai qu'il y avait une action conduite, on va dire, dans la phase de production qui était assez forte, notamment l'identification de décors, besoins matériels et des actions de conseil. Et justement, c'est cette action de conseil qui s'est fortement développée et qui est vraiment le fer de lance aujourd'hui de la mission cinéma. Donc vous êtes le public au premier chef concerné. Alors, mission cinéma, c'est aussi mission télévision. Oui, c'est pas que les films de cinéma. Voilà. Le cinéma, le CNC, il a changé de nom. Bon. Mais vous faites bien effectivement de le préciser, puisque... du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée. Voilà, comme ça c'est complet. Mais disons que le bureau s'appelait avant le bureau de la politique d'accueil des tournages, donc avec une vision très institutionnelle. Là, avec la mission cinéma, on est sur un terme qui permet de franchir une étape supplémentaire, d'aller plus vers vous. Et effectivement, ça concerne l'ensemble on va dire, des domaines des supports. Autant du bureau de la politique d'accueil des tournages, une action était menée dans le domaine du conseil. Alors pour vous, c'était intéressant. Bon, on a beaucoup travaillé avec vous, mais de manière, on va dire, plus épisodique, de manière plus ponctuelle. On a du conseil technique avec les armées. On vous a fait rencontrer, on va dire, des militaires pour le développement de sujets. Ça peut être aussi du contenu historique, donc ça peut être des mises en contact avec des historiens. Et puis ça peut être aussi être mis en contact avec des documentalistes, notamment les archives, parce que c'est un matériau pour vous qui vous permet effectivement de développer, on va dire, des sujets sur la base, on va dire, de choses réelles. Donc ça, c'est un point très important qu'on reconduit bien naturellement aujourd'hui avec la mission cinéma, mais avec une dimension supplémentaire à votre endroit, notamment, alors bon, Olivier René va détailler sur ce qu'on appelle les résidences de scénaristes, qui vont encore plus loin dans l'approche et qui vous permettent d'aller au plus proche de votre sujet. Alors, parlons des résidences et puis après on vous répondrait aux questions, parce que les résidences, c'est ce qui est nouveau en fait dans votre activité. Oui, bien, l'idée, c'est de permettre à des scénaristes qui le souhaiteraient de s'immerger dans un univers pour pouvoir se nourrir des réalités de cet univers afin d'écrire, afin de travailler sans filtre particulier, en étant confrontés aux réalités opérationnelles. Alors, a priori, toutes les armées sont concernées, donc il n'y a pas de tout est possible dans le principe. Après, il faut trouver les modalités pratiques, la disponibilité, mais ça peut aller de l'embarquement sur une unité, sur un bâtiment de la marine pour aller suivre des actions
de sauvetage en mer, de lutte contre la piraterie, de lutte contre le narcotrafic, puisque la France est très engagée dans la lutte contre le narcotrafic en raison de son domaine maritime et en raison de ses actions dans une zone particulièrement sensible qui est aux Antilles, entre la Guyane et les Antilles. Donc on a des situations extraordinairement variées qui peuvent être de très riches sujets de fiction. Et rentrer dans ces univers, c'est possible. C'est un choix politique que de faire en sorte que ce soit possible. Donc les armées suivent et on peut, à chaque fois en fonction des projets, en fonction des contenus, on va essayer de mettre en place régulièrement ces possibilités de résidence. Alors au départ, on se disait on va définir un cadre très formel, mais en avançant dans la relation avec vous et en travaillant sur des projets particuliers, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler de manière tout à fait ad hoc, c'est-à-dire trouver en fonction de chacun des sujets, de chacun des projets, pour ceux qui le nécessitent, le justifient et pour lesquels ça peut être je dirais un saut qualitatif très important dans l'écriture que d'être directement confronté à l'univers, organiser ces résidences. Donc, il n'y aura pas un modèle défini, genre le scénariste doit faire ses classes dans telle et telle armée. Non, il y aura à chacun des projets qui nous est soumis, si l'auteur est en situation de disponibilité et de souhait de pouvoir s'immerger, on fera le maximum pour que ce soit possible. On l'a fait récemment sur plusieurs projets, dans des univers entre guillemets impénétrables, mais pour lesquels les conditions et les passerelles ont été faites pour que les auteurs, par exemple Éric Rochant sait beaucoup de choses sur le fonctionnement des services secrets. Il en fait un usage très avisé, c'est-à-dire qu'il ne révèle rien tout en se nourrissant de tout. Donc, il fait un très beau travail d'écriture. Vous verrez bientôt des films qui se situent dans l'univers de la force océanique stratégique, les sous-marins nucléaires stratégiques, qui jouent un rôle très important dans la défense du pays et qui sont l'univers le plus secret. Entre les services secrets et la force océanique stratégique, on est dans l'univers du secret défense. Et là, malgré tout, il y a des possibilités qui sont offertes à des scénaristes de rencontrer la réalité de ces univers pour pouvoir effectivement en rendre compte, puisque c'est très important que ce soit compris du plus large public, de quoi il ressort. Donc ça suppose, pour que ce soit compris, que des scénaristes qui en ont l'envie, la curiosité, l'intérêt, qui veulent nourrir des fictions à partir de ces univers, aient effectivement accès à ces univers, bien que ceux-ci ne soient pas par définition très accessibles. Mais en tout cas, les passerelles sont créées pour que vous puissiez entrer en résonance, je me plonge dans l'univers sous-marin, entrer en résonance avec ces univers-là, et que ça puisse déclencher chez vous plus que ce désir d'écriture, parce que si vous vous adressez à nous, c'est que vous l'avez, mais le substrat nécessaire à une écriture profondément nourrie de contenu fondé dans une expérience réelle. Donc ceux qui sont prêts à partager cette expérience, on est prêt à leur en offrir la possibilité. J'ai une question à vous poser. C'était avant-hier sur France Inter, il y avait un spécialiste de la défense contre les attaques Internet. Et il a dit que la France avait un système, d'attaque pour... c'est chez vous ou c'est ailleurs ? C'est pas chez nous. Non, le ministre l'a dit, hein, la cyberdéfense est un enjeu majeur. Hein, la 4e armée, comme on dit souvent, est un enjeu absolument majeur. Ça représente des unités importantes qui sont d'ores et déjà, je dirais, mobilisées. Et il y a eu des situations effectivement offensives, et pas simplement défensives. Oui, bien sûr, c'est le ministère de la Défense. C'est un des enjeux importants actuellement. Et la cyberdéfense, la dite 4e armée, elle existe. Mais elle est accessible. Elle est accessible. Si vous avez des sujets sur la cyberdéfense, ce sera comme pour le renseignement, comme pour la force océanique stratégique, c'est-à-dire des univers à la fois qui sont par définition soumis au secret,
mais dont les enjeux doivent être compris du plus large public, parce qu'on est dans une démocratie dans laquelle les enjeux de défense doivent être partagés par tous. Donc, par définition, on fera en sorte de trouver des passerelles pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé par la cyberdéfense, comprendre de quoi il ressort, hein, puisque ça représente plusieurs milliers de soldats qui sont actuellement engagés dans ces combats, qui sont des combats quotidiens et qui concernent l'ensemble du ministère de la Défense. Voilà, alors, bon, je crois que la présentation est complète. Et maintenant, ceux qui ont des questions à poser, vous vous présentez et puis vous posez votre question. Bonjour, Grégory Picou, l'auteur. J'ai une question un peu étrange à vous poser. Quand le 11 septembre a eu lieu en 2001, paraît-il que l'armée américaine a référé en parler. Vous avez un micro. Paraît-il que l'armée américaine a commencé à consulter des scénaristes pour éventuellement réfléchir ensemble à des schémas, des scénarios à venir. Est-ce que le cas échéant, de votre côté, c'est aussi une réflexion qui a lieu ? Ça, je ne sais pas ce qu'il en est à savoir, est-ce que le travail avec des scénaristes est un moyen d'imaginer des stratégies de défense, c'est ça ? Mais, par exemple, s'il y a 10 ans, un auteur vous avait dit bientôt il y aura des affiches avec dans SOS djihadisme, si votre fils se radicalise, appelle tel numéro, vous auriez dit ce mec-là est fou. Si un auteur vous avait dit ça il y a 10 ans, voilà, en fait c'est dans ce sens-là. Parfois les auteurs ont des visions. Récemment, il y a un livre qui a été publié où le type avait schématiquement en fait, prévu ce qui se passait en novembre. Est-ce que dans cette perspective-là, est-ce qu'il peut arriver de consulter des scénaristes pour éventuellement réfléchir à des schémas qui pourraient arriver, une cellule de scénaristes au fond, c'est ça la question. Vous avez des candidats volontaires. Non, je suis pas candidat. C'est une question. Je poserai la question au chef d'état-major. Non, parce que apparemment c'est ce qui s'est passé aux États-Unis où Hollywood a été consulté. On consultait des auteurs pour justement réfléchir à ces schémas-là, savoir si c'est vrai ou pas, ou si. Il ne sait pas. Il n'a pas la réponse D'accord. à la question. Au fond, là, à droite. Bonjour, Clément Tonelli, scénariste et réalisateur. Alors moi j'ai travaillé avec la prison, l'administration pénitentiaire, et en prison ils ont une politique de tout dire, c'est-à-dire qu'il y a une promotion qui n'est pas forcément positive, c'est ça que je veux dire, c'est qu'ils peuvent parler de suicide, ils peuvent parler de surveillants qui sont, violents par exemple. Donc c'est pas forcément une propagande, il y a quelque chose aussi de... On accepte le côté négatif et le côté sombre de la prison. Je voulais savoir si les projets que vous voulez soutenir doivent forcément être positifs et montrer une image valorisante de l'armée, ou est-ce qu'on a le droit aussi de parler de choses moins consensuelles, on va dire, plus compliquées à expliquer au grand public, quoi. On était hier après-midi avec des marins, des officiers de marine, et on discutait du scénario avec les scénaristes d'un scénario où des officiers de marine se comportent d'une manière absolument épouvantable. Ça ne leur faisait ni chaud ni froid, hein. Non, évidemment, le contrôle a priori n'a aucune espèce de sens, parce que c'est pas notre culture, c'est pas notre culture partagée en France et partagée autant par vous que par le ministère de la Défense, donc ça n'a aucune espèce de sens. Donc pas de prédilection a priori pour certains scénarios par rapport à d'autres. L'objet n'est pas de projeter une image rêvée de la défense sur les projets, c'est de prendre les projets tels qu'ils viennent des créateurs eux-mêmes et de les aider à les développer au mieux. Alors les partis pris sont les partis pris, les points de vue sont les points de vue, les situations sont les situations. Donc il n'y a pas de tri en amont, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de validation ou non en fonction du sujet ou de la façon dont on traite le sujet. Non, c'est très clairement pas notre rôle. C'est très clairement pas notre rôle et ça sera jamais notre rôle. Alors,
il peut y avoir sur certains scénarios, ça peut nous arriver quand on sollicite les armées en question de voir qu'elles sont réticentes à s'engager. Donc nous, notre rôle, c'est de rendre accessible l'institution à tous les projets, quelle que soit leur nature. Et évidemment de ne pas faire il n'y a pas de contrôle. Le contrôle n'a aucune espèce de sens. C'est même exactement le contraire de ce que l'on souhaite. Et ce que l'on souhaite, c'est l'influence. Et l'influence, c'est le contraire du contrôle. Donc on élimine toute possibilité de contrôle et on part plus du pari que mieux la compréhension, plus la compréhension est forte, plus le contenu dans ses partis pris, dans son point de vue, et dans les conventions de la fiction telles qu'elles ont été décidées, plus ce point de vue sera de qualité. Merci. Mais je vous donne l'exemple du Bureau des légendes. Hein. Ça ne fait pas particulièrement plaisir à la communauté du renseignement que le héros de la série soit un traître. Ça ne leur a par ailleurs posé aucun problème. C'est la même question. Mais par exemple, on a Nicolas Boulanger, je suis auteur. Mais par exemple, on pense au film L627, que la police avait refusé, ils avaient refusé leur aide, justement parce qu'ils montraient le côté très sombre dans les caravanes, tout ce qui se passe mal. Qu'est-ce que vous pensez de ce refus? Enfin, c'est quoi, ça a évolué depuis? Alors je sais que c'est pas l'armée, mais ça a évolué depuis. Comment ça s'est... L'armée n'a jamais eu tout à fait le même comportement que la police. Alors, je veux bien... Moi, je peux vous dire ce qu'il en est du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, sa doctrine, qui a prévalu à la création de la mission cinéma, c'est de considérer que ce qui compte, c'est la connaissance réelle de l'univers et la confiance établie dans la relation avec les créateurs. C'est véritablement ça le fondement de la démarche. Alors, je ne peux pas parler pour d'autres ministères ou pour d'autres époques, mais en l'occurrence, pour le ministère de la Défense, c'est très clair. Bonjour, Richard Nataf, scénariste. Une question très précise. Monsieur parlait du service des archives et d'une éventuelle possibilité de mise en relation avec un historien. Comment s'y prend-on? Qui contacte-t-on? Oui, en fait, au niveau de la mission cinéma, on centralise l'ensemble des demandes pour éviter effectivement que vous puissiez vous perdre au sein du ministère, parce que y a quand même pas mal de domaines très spécifiques. L'objectif est pour nous de pouvoir vous amener très précisément sur le sujet, parce que là encore, quand on parle du SHD, on couvre une grande partie de l'histoire de France au niveau militaire. Donc voilà. Donc en fonction du service historique, oui, parce que les initiales. Ah pardon, ici, oui, les acronymes, c'est terrible, c'est terrible. Pardon. Le service historique de la Défense basé au château de Vincennes. Donc comme je vous le disais, on a des historiens militaires et civils qui travaillent au service historique de la Défense et qui peuvent effectivement vous accompagner sur les sujets qui sont les vôtres. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On avait Rachid Bouchareb lorsqu'il a fait Indigène. Il a fait des recherches dans sa phase de développement, puisque son film s'inscrivait dans une très grande vraisemblance historique, et il s'est appuyé sur des archives. Donc pour le coup, ce sont des archives réelles. On est directement connecté à l'histoire. Et là, pour le coup, pour la démarche des scénaristes ou des réalisateurs qui veulent donner cette tonalité vraisemblante, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut sur place. Alors, je préciserai malgré tout que sur les différents matériaux en termes de documentation auxquels vous pouvez accéder au niveau du service historique de la Défense, on va être sur des papiers, des cartes, des photos, des carnets militaires. À titre d'anecdote, justement, Rachid Bouchareb avait retrouvé le carnet militaire du grand-père de Jamel Debbouze. Donc, vous voyez, on est vraiment connecté même à l'histoire individuelle. Et puis vous pouvez aussi avoir tout ce qui relève de la mémoire audiovisuelle, donc les photos alors de manière beaucoup plus importante, et les contenus vidéo de 1915 à nos jours qui sont déposés au sein du Fort d'Ivry, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, ECPAD. Je pense que un certain nombre d'entre vous connaissent l'établissement. Donc voilà, vous pouvez vraiment partir de l'archive papier, des cartes, des photos jusqu'à l'audiovisuel. Ça, je pense que pour vous, c'est une matière très importante pour justement permettre le développement de vos projets dès lors où ils s'inscrivent dans une tonalité historique, et que par ailleurs, on a tout
tout un panel de professionnels, des documentalistes, des historiens qui peuvent se mettre à votre disposition ou en tout cas vous accompagner dans le cadre de vos recherches et de vos différentes questions. Voilà. Et donc on s'adresse à vous Oui, c'est nous, c'est la mission cinéma. Parce que c'est le pôle auteur de l'armée. Voilà, c'est mieux. De toute façon, si vous vous adressez au service historique de la Défense, ils vous renverront d'abord vers nous. Parce que ça nous permet aussi d'avoir une vision globale sur l'ensemble des projets sur lesquels l'institution est impactée et de pouvoir les suivre. Et du coup, c'est plus simple pour nous et surtout pour l'historien, ça permet de savoir que la mission cinéma est bien dans le dispositif et qu'il n'est pas amené à travailler dans son coin avec un auteur. C'est quand même mieux pour la cohérence, la lisibilité et surtout l'efficacité. Merci. Oui, pour préciser dans le dispositif, donc la mission cinéma se situe à un niveau transversal, c'est-à-dire on peut intervenir sur l'ensemble des armées, des services du ministère de la Défense. On peut couvrir tout le champ. Par ailleurs, comme vous le savez, le CPAD, donc l'établissement cinéma voilà, dont on vient de parler, il est égal, comme c'est un établissement public, il peut aussi rentrer en coproduction et apporter dans le développement des projets sa ressource en termes d'archives, les 800 000 photos, les 31 000 films qui sont actuellement déposés au Fort d'Ivry, qui représentent une ressource documentaire extraordinairement précieuse, à partir de laquelle des projets de fiction, comme des projets documentaires évidemment, peuvent être développés. Bonjour Jacques Massé. Une question à propos de votre fonctionnement interne dans ce système là, un peu de professionnalisation, d'industrialisation, je dirais, de l'aide à la création. Comment allez-vous réguler tous les phénomènes de compétition interne aux armées qui risquent de se développer, une armée s'estimant plus ou moins lésée? Je prends un exemple, vous avez longuement insisté sur le Bureau des légendes, mais si je me crois savoir, la DRM, c'est-à-dire le renseignement militaire, a très rapidement lancé un quasi-appel d'offres pour pouvoir créer l'équivalent pour son service de ce qu'a été le Bureau des légendes pour la DGSE. Est-ce exact? À vrai dire, ce qui compte, ce sont les projets des professionnels eux-mêmes. Il ne répond pas, on est en fin de campagne, il ne répond pas, il ne prend pas de risque, vous voyez. Non, il se trouve qu'en ce moment, on travaille énormément avec la marine. On travaille énormément avec la marine. C'est un concours de circonstances qui fait qu'on a plusieurs gros tournages qui vont démarrer avec la marine. Bon, c'est un concours de circonstances. Demain, ça sera d'autres sujets. Oui, évidemment, il faut essayer de travailler avec l'ensemble des armées et des services concernés, mais ce n'est pas nous qui en décidons, c'est vous. C'est la qualité des projets qui détermine leur développement. Et leur développement ne dépend pas de nous, il dépend des producteurs, des diffuseurs, des coproducteurs, de l'ensemble de ceux qui font qu'un projet, effectivement, rentre en développement. Et on n'a pas, c'est pas ni notre rôle, et si c'était notre rôle, on n'en aurait pas les moyens de répartir ou d'orienter en fonction de l'intérêt supposé de chacune des armées et des services du ministère. D'autres questions ? Juste pour que ce soit très clair dans mon esprit, une fois que le scénario a été écrit, il n'y a aucune relecture. Par exemple, ceux que vous prenez en ce que vous appelez en résidence, qui vont dans un sous-marin, je ne sais pas, ils vont voir des choses, ils vont forcément voir certaines choses qui ne doivent pas être transcrites telles quelles. Comment est-ce que vous vous mettez d'accord avec cette personne-là? Sur quelle base de confiance, quelle base de relecture, quelle base de... pour être sûr que ces choses qu'il a vues qui ne devraient pas être transmises au grand public ne sont pas transmises? Comment ça se passe concrètement? Oui, vous l'avez dit, c'est la confiance. Il y a une relation de confiance qui doit s'établir. Et une fois que la relation de confiance est établie, le scénariste, s'il a un grand souci de véracité, il va demander à ce qu'il y ait une lecture sur je dirais la vraisemblance d'un certain nombre de situations. C'est à ce niveau-là que
que les armées peuvent intervenir pour dire non, ça ne se passe pas comme ça, donc soit vous ne le gardez pas dans le scénario, soit vous êtes conscient du fait qu'on est dans de la pure fiction, que ça n'a plus aucun lien avec le réel. Donc ça fait partie du rôle de conseil, mais évidemment c'est le scénariste qui en dernière instance décide s'il veut rentrer dans s'il peut être dans un pur univers de fiction ou s'il veut être dans la véracité la plus stricte. C'est lui qui décide. Alors la relation de confiance est essentielle, évidemment. À partir du moment où on donne accès à un certain nombre de réalités, les informations nécessaires sur ce qui peut être rendu public et ce qui ne doit pas l'être sont évidemment communiquées. Et dans le bureau des légendes, je peux vous dire que ça fait partie évidemment du pacte de confiance qui existe entre les scénaristes et la communauté du renseignement, puisqu'elle est concernée dans son ensemble par le bureau des légendes, bien que ce soit très centré sur la DGSE. Donc il y a un pacte de confiance qui fait que les scénaristes savent très bien ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire. Donc ça fait partie du travail en commun que d'arriver à faire comprendre très précisément ce qui est très intéressant dans le travail des scénaristes sur le bureau des légendes, c'est qu'à certains égards, ils en disent beaucoup sans rien en dire. Donc c'est très subtilement écrit de ce point de vue-là, parce qu'il y a vraiment des effets de vérité qui rendent compte de la réalité du travail du renseignement et ce dont sont les agents concernés quand ils voient le bureau des légendes disent ça rend très bien compte de la réalité de notre travail, mais ça n'en révèle rien qui puisse être gênant par rapport à l'exercice de ce travail. Mais ça en rend extrêmement bien compte dans la mesure où des équivalences ont été trouvées par rapport aux situations réelles pour décrire la réalité du vécu de ces situations et la manière dont elles peuvent être partagées avec le grand public. Ça, c'est vraiment c'est le travail d'écriture par excellence que d'arriver à trouver ces équivalences qui font dans la fiction, qui produisent dans la fiction des effets de vérité très précis sans rien dire du réel. Alors moi, on m'a raconté que dans cette relation de confiance, l'armée avait fait venir l'équipe du bureau des légendes dans la salle de contrôle, la fameuse salle de contrôle des opérations, que bien sûr ils n'avaient pas le droit de filmer, mais que les chefs décorateurs étaient tellement bons qu'ils ont retranscrit de façon très réelle, très réaliste, cette salle de contrôle des opérations. C'est exact, ça. Tout à fait. C'est l'objet d'un accord négocié. Il y a un contrat entre la production et le ministère de la Défense, au terme duquel la fiction a la possibilité d'utiliser dans la construction de son décor des éléments parfaitement réalistes. Le logo que vous voyez de la DGSE, c'est le réel logo de la DGSE. Et effectivement, dans la construction du décor, c'est là où c'est intéressant. C'est un décor. Il n'y a pas eu de tournage boulevard Mortier, évidemment. C'est un décor. Mais ce décor est particulièrement crédible. C'est-à-dire, je dirais, la qualité du trombone est à chaque fois bien celle qui correspond à l'univers de la DGSE. Et ça, c'est un travail de fiction à part entière, mais de fiction particulièrement bien documentée. Donc, si j'ai bien compris, vous créez une relation de confiance avec les scénaristes et la limite dans la relation de confiance, c'est le secret défense. C'est-à-dire que parce que si je vis pas un mois et demi dans un sous-marin, en discutant avec les gens, je vais forcément apprendre des choses que je ne dois pas savoir. Ça me paraît assez évident. Et donc la limite, c'est quand vous apprenez des choses que vous ne devez pas faire connaître au grand public, vous ne les faites pas connaître. Je crois que c'est ça à peu près. Absolument, absolument. En général, ça ne pose pas de problème parce qu'à partir du moment où un scénariste a un réel intérêt pour le secteur, son intérêt s'approfondissant, il en comprend parfaitement bien les enjeux. Donc, ces questions-là sont, je dirais, traitées en amont. Enfin, cela dit, passer un mois dans un sous-marin, ça, je ne le promets à personne parce que ça paraît un peu délicat. Non, mais moi, j'avais visité la base de l'île Longue et c'est très intéressant, c'est qu'ils vous expliqueront peut-être ça si vous y allez, c'est qu'ils propagent des fausses nouvelles. C'est-à-dire que quand on part en sous-marin,
et que vous avez quelqu'un de votre famille qui meurt, par exemple, on ne va pas vous le dire. On va continuer même à envoyer des lettres d'amour ou des choses comme ça. Hein. Non, c'est pas tout à fait ça. Moi, j'avais été frappé par ça. On assure la continuité de la vie du côté militaire. Oui, parce qu'il faut bien voir en fait que l'univers sous-marinier, c'est un univers qui fait bloc avec un huis clos où il y a quand même pas mal de monde qui vit au mètre carré les uns sur les autres. Et donc, pour maintenir le moral, on va dire, de l'ensemble de l'équipage, il faut que tout le monde soit sur un niveau de connaissance, déjà bon, pour l'opérationnel ça va sans dire, mais que les informations qui viennent de l'extérieur ne sont pas de nature à venir interférer sur la conduite opérationnelle. Et il est évident, comme indique M. Rogard, que d'apprendre un décès, lorsque vous êtes dans un sous-marin à une centaine de mètres de profondeur, on ne sait pas quelle peut être la réaction de l'individu. Le décès ou la femme qui vous quitte, enfin, voilà, ça peut hein. Voilà, donc effectivement, on ne donne pas des informations qui sont de nature à modifier le cours opérationnel. Je me permets juste de revenir sur la question d'avant de monsieur par rapport aux compétitions. Je voulais plutôt dire quelque chose sur l'inverse, c'est-à-dire pour vous, scénaristes, c'est vrai que l'objet de la défense peut paraître assez éloigné. Qui plus est, vous savez, depuis 20 ans, on est sur un principe de professionnalisation. Alors on est sur le lien armée-nation. Le lien armée-nation est important, il est illustré avec le 14 juillet, avec des opérations événementielles de toute nature. Mais pour autant, lorsque vous avez à travailler sur ces sujets-là, la question se pose de savoir qu'est-ce que vous avez pour pouvoir développer tout ça. Alors surtout si vous êtes sur une approche de vraisemblance. Et auquel cas, pour nous, ce qui est important, c'est de vous faire connaître la diversité des réalités du ministère. Parce qu'on le voit bien, on parle de la DGSE, on parle de la DRM, on parle des sous-marins. Donc toutes ces thématiques ont des pendants fantasmatiques à l'extérieur. C'est entretenu dans la conscience collective, c'est des sujets qui intéressent, des sujets sexy entre guillemets, et donc à partir de ce moment-là, on peut se ruer sur ces thématiques-là. Je dirais que la mission cinéma, son travail aussi, c'est de pouvoir vous faire découvrir justement la diversité du ministère. Quand on parle de la DGSE, c'est une entité très, très spécifique et à l'échelle du ministère, finalement assez réduite. Pareil pour le commandement des opérations spéciales, qui est un sujet aussi qui intéresse beaucoup. Il y a des pans entiers de sujets au sein du ministère qui sont très intéressants, mais qui souffrent d'un déficit de connaissances tout simplement. Parce que le ministère est vu par les armées, par les opérations, et de manière finalement assez segmentée. C'est des petits sujets aux 20h, c'est quelques documentaires ici et là, mais ça n'est pas suffisant pour vous permettre d'appréhender la diversité du ministère. Grosso modo, juste pour vous dire, il y a 3 grands canaux. Vous avez les armées d'un côté, Olivier René en a parlé, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air. Vous avez aussi le service de santé des armées, par exemple, qui est aussi une dimension importante au sein du ministère. Vous avez la direction générale pour l'armement, qui est le 2e canal le plus important au sein du ministère. Et puis enfin, un sujet auquel on ne pense jamais, c'est celui du secrétariat général pour l'administration. Alors c'est un terme très technique, très administratif, mais derrière, ça recouvre toute la fonction, on va dire, des métiers qui relèvent de la population civile du ministère de la Défense. Savoir qu'il y a plus de 60 000 personnels civils au sein du ministère de la Défense et qu'ils peuvent, si ça vous intéresse, constituer aussi des sujets. Faut-il pouvoir s'en approcher ? Faut-il pouvoir les connaître ? Donc c'est aussi notre mission de vous montrer, de vous faire découvrir des domaines divers et variés. Alors il se trouve que notre directrice avait proposé aussi, puisqu'elle tient un point presse hebdomadaire au sein du ministère de la Défense sur l'actualité, la porte-parole du ministère, qui tient un point presse hebdomadaire sur l'actualité du ministère, et ça peut être, si ça vous intéresse aussi, un élément, un rendez-vous régulier qui peut vous permettre finalement d'accéder à la matière du ministère dans sa grande diversité en fonction de son actualité, puis aussi en fonction de focus qui sont faits de temps à autre, justement pour faire découvrir. Alors là, c'est vrai, ça concerne plus les journalistes, mais finalement, ça peut éveiller en vous aussi des intérêts sur des sujets que vous méconnaissiez et qui peuvent vous intéresser, et auquel cas, là, on peut aussi vous amener très précisément en profondeur, si j'ose dire, sur ce type de sujet. Et ça, c'est aussi important. C'est vous permettre d'avoir une structure à laquelle, donc au travers de la mission cinéma, à laquelle vous adressez pour découvrir des thématiques. C'est aussi ça, vous permettre de découvrir l'institution de la manière la plus large qui soit.
Merci. Il y a d'autres questions encore Non, après, derrière, vous êtes à votre deuxième question, donc je laisse la première d'abord. Bonjour, Fabien Amblier, je suis auteur et réalisateur. En fait, moi, je suis un petit peu à l'étape d'après de l'écriture. On est en pré-production. Et je voulais savoir si, dans le cadre d'un film historique, la mission cinéma peut permettre d'accéder à certains décors ou à certains matériels d'époque un peu plus facilement qu'en travaillant avec des... Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui ont récupéré du vieux matériel, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a moyen de travailler avec vous sur ce sujet-là? Oui, alors bon, pour les décors, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les emprises historiques, donc elles existent et elles sont bien évidemment accessibles. En revanche, pour les matériels, le ministère de la Défense n'a pas vocation à conserver le matériel en tant que tel, bien évidemment au-delà des enceintes muséales. En revanche, il y a certains musées qui ont des actions précises au profit des professionnels. Je pense au musée des blindés de Saumur, où vous avez des chars qui servent de temps à autre pour des tournages. Donc ça, c'est des possibilités réelles, mais qui sont malgré tout limitées. C'est vrai que le cadre associatif est un cadre qui est beaucoup plus opérationnel pour plusieurs raisons. C'est que vous avez souvent du matériel qui est très opérationnel, entretenu par des passionnés, et qui permet effectivement un emploi beaucoup plus facile pour les productions. Mais nous-mêmes, on peut aussi vous aider, puisque le cadre associatif est aussi un cadre important pour le ministère au travers des anciens combattants, donc qui eux-mêmes sont des collectionneurs ou qui conservent du matériel. Et du coup, ça peut être aussi des contacts intéressants pour vous. L'objectif pour nous étant toujours de vous trouver des solutions. C'est jamais de vous laisser sur un point d'interrogation. C'est aussi de trouver les solutions. Et en la matière, il y en a de nombreuses. Hein. Et le micro, concrètement, comment ça se passe? Il faut présenter un dossier ou on contacte directement la mission? Voilà, vous nous contactez par mail, par téléphone, et puis ensuite, nous, on fait le nécessaire pour répondre à votre demande. Oui, parce qu'il y a beaucoup de ressources. Hein. Il y a évidemment la centaine de musées qui dépendent du ministère de la Défense, puisqu'il y a plus d'une centaine de musées de l'armée. Enfin, il y a le musée de l'armée aux Invalides, mais il y a une centaine d'autres musées thématiques, blindés, armée de l'air, etc. Donc il y a une ressource muséale importante. Puis il y a par ailleurs les associations de collectionneurs qui sont très nombreuses en France et avec lesquelles généralement le lien avec le ministère de la Défense est maintenu. Donc on a la possibilité de bien connaître la ressource et de pouvoir vous orienter en fonction de la nature du scénario et de vos besoins. Et puis par ailleurs, évidemment, la mise à disposition des sites, ça fait partie du travail quotidien de la mission cinéma que de rendre accessibles les sites de tournage. Il faut savoir que le ministère de la Défense, c'est 4% du territoire national. Donc le foncier est d'une richesse extrême. Il y a à la fois les grands sites historiques que tout le monde connaît, du Val-de-Grâce au château de Vincennes en passant par les Invalides, mais il y a beaucoup d'autres solutions. Et par exemple, on a des sites naturels considérables, et donc on peut recréer des situations, des atmosphères. Si vous voulez tourner en Afghanistan ou en Irak, on a les solutions au sein des emprises du ministère de la Défense, dans des conditions très sécurisées par ailleurs. Donc la ressource est riche, donc n'hésitez pas à venir nous interroger sur vos projets de scénario en nous disant voilà, j'ai un problème, il faut que je trouve une solution. Et on peut travailler, ça fait aussi partie de la politique culturelle du ministère de la Défense, c'est de travailler sur des sujets cinématographiques qui ne sont pas des sujets défense. Hein. C'est un engagement que nous prenons au titre de la mission cinéma. Par exemple, là actuellement, on est en train de chercher plusieurs hectares pour construire un très grand décor sur un sujet qui n'est pas un sujet défense, mais on sait que si on est probablement les mieux placés pour trouver ce très vaste espace, et que si on ne le trouve pas en France, le décor sera construit à l'étranger. Donc on va aider le producteur à trouver son décor chez nous, parce que c'est l'intérêt du cinéma français que de pouvoir travailler ici. Donc on va faire en sorte que ce soit possible, alors que le sujet n'est pas du tout un sujet qui concerne la défense. Merci. De toute façon, on fera un compte rendu et on mettra toutes les coordonnées sur le site de la SACD. Voilà. Je voulais juste rajouter un point concernant les matériels au plan historique. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Au niveau de Versailles, par exemple, on a des emprises. Et pour le cadre associatif, un certain nombre d'associations bénéficient de mise à disposition d'espace sur des emprises du ministère pour conserver des matériels et autres. Sur l'exemple de Versailles, on a une emprise qui s'appelle le camp des matelots, où vous avez au moins 2 exemples, alors pour le coup très intéressants. Le premier, c'est des rames de métro et aussi des rames de train
Première Guerre mondiale. Et à côté, vous avez un bâtiment où sont conservés donc par un collectionneur une dizaine de chars des Sherman. Vous voyez la bête, donc il en a 10 et les 10 fonctionnent. Donc il en a mis à disposition pour Monuments Men par exemple. Donc ça c'est et en général c'est vrai que ces associations-là qui sont tout à fait prêtes et tout à fait disposées à les mettre à disposition pour des films, justement sont en contact aussi avec nous pour le faire savoir. Et auquel cas lorsqu'on reçoit des demandes de professionnels, eh bien on peut du coup les mettre en contact. Et donc faire affaire, je veux dire, mettre à disposition ces moyens-là. Donc c'est vrai que c'est des connaissances qui sont comme ça disséminées sur l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle, là encore, c'est important pour vous de passer par la mission cinéma, puisque justement on a cette vision globale et on peut vous amener très précisément sur la spécificité du moyen que vous recherchez. Pour Dunkerque, par exemple, les moyens sollicités sont évidemment la marine des années 40, la marine nationale ne dispose plus de bâtiments qui ressemblent à ceux des années 40, mais elle a fait le lien avec un collectionneur qui maintient une frégate des années 40 en état. Elle n'a plus de propulsion, donc il a fallu qu'il la remorque jusqu'au site de tournage. Ça a coûté très cher, mais enfin la production avait les moyens, manifestement. Mais c'est un très bon exemple parce que c'est le seul bâtiment, alors c'est un bâtiment de la Marine nationale qui est entretenu par des collectionneurs d'anciens marins, et c'est typiquement le type de bateau qui est ouvert au public pour du tourisme, mais qui est mis à disposition aussi pour des productions. Ça, c'est important parce que sur les sujets marines, là aussi, c'est la limite de l'exercice aussi par rapport aux contraintes opérationnelles de la marine, à mettre à disposition, notamment sur des durées longues, des moyens opérationnels très militaires de guerre pour les besoins d'un film. Donc c'est vrai que ces solutions d'associations qui entretiennent, on a des bâtiments en très bon état, ou en tout cas qui peuvent donner l'illusion par rapport au tournage de prise de vue. Et ça, c'est intéressant. Le bâtiment dont parle Olivier René s'appelle le Maillet-Brézé. Donc là encore, si vous avez des besoins dans ce domaine-là, l'administrateur, on va dire, qui gère ce bâtiment est tout à fait disposé à recevoir les auteurs, les professionnels, soit pour une visite ou surtout pour un tournage. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Un autre exemple où cette fois ce sont des bâtiments de la Marine nationale qui ont été mobilisés, c'est sur un film qui n'a rien à voir avec la Marine nationale, où il fallait des bâtiments relevant d'une autre marine étrangère, mais on a fait en sorte de rendre accessible un certain nombre de bâtiments de la Marine qui ont été transformés par les chefs décorateurs pour rentrer dans la logique de cette fiction-là. Mais là, ce n'est pas un sujet de défense Marine nationale, c'est un pur sujet de fiction d'une autre nature, mais pour lequel la contribution de la Marine a été décisive parce qu'il n'aurait pas eu accès à des bâtiments de cette nature ailleurs. Question ? Oui, donc la question c'était par rapport à l'avancée du projet. Si on vous appelle avec juste quelques idées en tête, quelques lignes, est-ce que vous répondez, vous pouvez répondre par l'affirmative, enfin positivement, ou est-ce qu'il faut avoir par exemple une production, est-ce qu'il faut avoir déjà un synopsis assez développé, quels sont les critères au départ pour pouvoir prétendre à une aide logistique, on va dire, de votre part? Vous pouvez nous appeler quand vous en avez envie. Si vous avez envie de parler d'un projet, on fera en sorte d'essayer d'être disponible, hein. En ce moment, ce n'est pas la période la plus calme, mais on fera en sorte d'être disponible. Et puis évidemment, au fur et à mesure du développement, il y a des degrés, il y a des intensités plus ou moins grandes selon la nature du développement. Mais n'hésitez pas, si par exemple vous êtes en phase d'écriture et que vous vous dites, tiens, est-ce que ce sujet tient la route par rapport aux préoccupations que j'ai, ou est-ce que matériellement ce sera réalisable, parce que ça peut être aussi une question qui peut se poser dans la phase d'écriture. Est-ce que je trouverai les ressources pour pouvoir représenter ce que je suis en train d'écrire? Ça peut être une question qui va intéresser votre producteur, donc c'est le genre de questions que vous pouvez nous poser, auxquelles on répondra du mieux que l'on pourra, avec grand plaisir. Mais il ne faut pas, par exemple, avoir une production en amont. C'est-à-dire qu'on peut venir juste avec un début de scénario. C'est clair ce qu'ils ont dit. Hein. Vous avez une idée, vous venez les voir et vous discutez avec eux. Alors, c'est sûr. Ils vous aideront, mais ils ne vous demandent pas le dossier complet du CNC pour avoir l'avance sur recette. Hein, c'est clair. Voilà, alors c'est sûr que plus on se rapproche de la phase de production, plus on est impliqué sur les projets et moins le temps disponible, plus en amont nous est laissé. Oui, ce qui est important, c'est effectivement dans la phase de développement, parce que c'est vrai que par le passé, on était plus impacté dans la phase de production. Et souvent, là, il pouvait y avoir quelques déconvenues, parce que bien évidemment,
quand vous arrivez à mi-parcours avec des demandes pour lesquelles vous êtes tributaire, sans qu'on ait été mis dans la boucle en amont, pour vous, ça peut être compliqué. Donc c'est vrai que la phase de développement, dans la construction, vous identifiez un certain nombre de moyens que nous, on pré-identifie aussi, et du coup, on peut vous dire, grosso modo, ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas, ou de trouver des solutions toujours, justement, pour permettre, dans la phase de production, le tournage. Mais c'est vrai que pour nous, la phase de développement, elle est essentielle aussi, justement, sur cette pré-identification des moyens. Parce que du coup, on implique toute la chaîne, développement, production, au niveau des armées, et les choses sont beaucoup plus simples à régler au fur et à mesure. Voilà. C'est vrai que quand Jean-Yves Le Drian a présenté la mission cinéma, c'est avec un grand esprit d'ouverture. Voilà, avant, je pense que vous étiez plutôt concentré sur les moyens de tournage, c'était ça l'activité. Maintenant, il y a une implication très forte au niveau de l'écriture et pour aider les scénaristes à construire leurs projets. Et naturellement, plus vous êtes impliqué en amont, plus après, c'est facile pour vous de mettre à disposition les moyens de production, parce que vous pouvez dire en amont ce qui va passer, ce qui ne va pas passer. Voilà. Micro devant. Bonjour, Serge Tinière, scénariste et réalisateur de la série Champ de bataille. Donc c'est du documentaire. Là, on parle beaucoup de fiction. Est-ce que ça signifie que dans le documentaire aujourd'hui, il y a la partie documentaire, certes, mais on met aussi énormément de fiction à l'intérieur, de plus en plus, en tout état de cause. Mais le temps de la télévision est différent de celui de la fiction. Est-ce que vous vous occupez aussi de documentaires ? Et à ce moment-là, ça fait 3 ans que la série existe. Et moi, j'ai toujours été en contact avec le CIRPATER. On ne m'a jamais parlé de la mission cinéma. Le CIRPA m'a gardé auprès de lui, on va dire. Quelle est la répartition des compétences entre les deux institutions ? Et est-ce que j'aurais été bien inspiré de m'adresser à vous aussi ? Elle est très récente, la mission cinéma. La mission cinéma est récente. La mission cinéma est récente. Les CIRPA sont des services de communication, donc ils font de la communication. Nous, on ne fait pas de communication. On fait du développement cinématographique et audiovisuel. Ça n'a rien à voir, mais ça peut se rejoindre, évidemment. Il y a des enjeux de communication pour l'armée de terre. Elle a des messages à faire passer, et donc elle cherche à vous convaincre de bien intégrer ces messages. C'est son rôle et c'est sa vocation, et c'est le rôle des services de communication de l'ensemble des armées, puisque chaque armée a un service de communication. Donc nous, on est là pour participer au développement et rendre possible la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques. C'est un point de vue assez différent, mais qui évidemment rejoint, et on travaille en relation étroite, amicale, avec les... Et vous avez aussi le avec documentaire. Oui, bien sûr. Alors, on couvre tout le champ de la production audiovisuelle et cinématographique, sachant que pour le documentaire, il y a des modalités d'intervention qui sont diverses, hein, mais on est évidemment très présent dans le champ du documentaire. On y est à travers le soutien financier qui dépend d'une autre direction du ministère, qui est la direction de la mémoire. La DMPA apporte des subventions à la production documentaire. Nous sommes présents au comité d'orientation et nous participons à la prise de décision concernant les documentaires soutenus par la DMPA. Et vous avez par ailleurs évidemment le CPAD qui, par sa ressource d'archives, est un contributeur très important dans le développement de projets documentaires. Il y en a un certain nombre qui sont en production avec le CPAD. Et là aussi, on a la direction de l'information du ministère dont dépend la mission cinéma et la tutelle de le CPAD. Donc on suit de très près l'ensemble de ces modalités d'intervention. On va intervenir, nous, sur le documentaire indépendamment de la DMPA ou de le CPAD. On peut intervenir si, évidemment, vous avez des mises en scène avec des décors que vous souhaitez. Ça nous arrive très fréquemment que des décors du ministère de la Défense interviennent dans de la production documentaire, que ce soit à Vincennes ou ailleurs. Et dans ce cas-là, c'est à nous que vous vous adresserez pour accéder à ces décors directement. Mais on suit de très très près la production documentaire qui nous intéresse beaucoup, bien que nous ayons en la matière un établissement public, le CPAD, et par ailleurs un outil pour les subventions, la direction de la mémoire. Si vous voulez juste un avis de professionnel en ce qui concerne le CPAD, les archives restent souvent inaccessibles au budget de la télévision parce qu'elles restent très très chères à la minute. Et, plus cher que l'INA ?
plus cher que l'INA et plus cher que la NARA, par exemple, la NARA à Washington. Et je reviens sur la première question, d'ailleurs, qui était posée. C'est intéressant, d'ailleurs, ce débat-là, me semble-t-il aussi. C'est que la politique des Américains vis-à-vis donc la politique des militaires américains en matière de communication, justement, ils sont beaucoup plus moteurs, on va dire, qu'en France. Vous jouez l'interface, effectivement, pour faire en sorte qu'il y ait un rapprochement entre l'armée et la nation. Et c'est très très bien. Et c'est bien que la mission prenne de l'ampleur. Mais aujourd'hui, au prix de l'archive, on ne peut pas se la payer. Moi, j'en suis au 15e épisode de Champ de bataille et je n'ai jamais pu intégrer de l'archive ECPAD à l'intérieur parce que le budget ne le permet pas, tout simplement. À 1200 € la minute, c'est très très cher, c'est hors de prix pour nous, même en imaginant des coproductions. Et quant au caractère moteur, au 15e épisode de Champ de bataille, je me rends compte que ce sont les militaires dans certains régiments, ou les chefs de corps directement, comme le premier chasseur à Verdun, ou des officiers du bureau d'opération, qui me contactent directement pour venir faire un film dans leur secteur. Par exemple, là, j'ai été contacté par le chef des opérations du 15-2 de Colmar pour venir faire un documentaire sur l'Armand-Kopwiller, la bataille du Vieil Armand pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, il y a un caractère moteur, c'est-à-dire ils veulent vraiment communiquer tout autour du 15-2, et c'est hors du CIRPA et c'est hors de la mission cinéma aujourd'hui. Vous les avez dénoncés Non, je dénonce pas, je montre qu'à certains égards, ça peut marcher aussi différemment et que je trouve bizarre que ça fonctionne aussi différemment. C'est-à-dire que ça manque de caractère un petit peu moteur, on manque de communicants. C'est-à-dire la grande muette reste quand même la grande muette, elle reste relativement inaccessible et ce n'est que parce qu'on rencontre des gens de temps en temps, comme ces chefs de corps que j'avais rencontrés à Saumur par ailleurs, qu'on arrive à faire des choses. Après, c'est beaucoup plus compliqué et on est dans une temporalité de créativité quand on est en télévision, je ne parle pas de la fiction, mais quand on est en télévision qui est telle que souvent on a des pressions temporelles qui ne sont pas compatibles forcément avec vos temps de réaction à vous. Juste pour préciser, parce que effectivement, on a toujours, tout le monde est bienveillant, hein, je veux dire, autant du côté de la communication qu'au niveau local. Du point de vue local, on est sur des initiatives personnelles qui sont souvent déconnectées, il faut quand même le préciser, on va dire, de la chaîne. Et c'est une bienveillance, hein, c'est ce que j'appelle les pratiques d'antan. Aujourd'hui, on est dans un rapport professionnel. Alors j'entends, la professionnalisation, c'est aussi apporter un certain nombre de contraintes dans la conduite de votre projet. Pour autant, au niveau de l'ECPAD, ils ont repris les grilles de tarification justement sur les droits d'exploitation. Alors je ne sais pas quand... Ils les ont baissés ? Ils les ont baissés, oui. Significativement ? Je n'ai pas le détail parce que je veux pas... Ils sont autonomes, c'est un EPA, donc ils gèrent, mais ils ont vraiment fait ce travail-là. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que c'est pas facile. Vous évoquez la NARA, vous avez aussi les Britanniques. Il y a des politiques de mise à disposition gracieuses. Donc bien évidemment, au plan international, dès lors où vous êtes sur une pratique commerciale, c'est compliqué. Pour autant, la politique de coproduction de l'ECPAD est très importante, très active et peut vous servir. Parce que, alors même s'il faut malgré tout payer une partie des droits d'exploitation, et je crois que c'est à hauteur de 30% dès lors où vous êtes sur... un besoin en archive de 20 minutes, c'est le seuil pour rentrer en coproduction. En tout cas, c'était les pratiques il y a encore quelques temps. Je pense que c'est toujours en cours. Et ça, c'est quand même hyper important pour vous, parce que là, pour le coup, c'est un apport en industrie apporté par le CPAD, mais qui ne pèse pas pour vous, je veux dire, en domaine de cash. Par ailleurs, ils ont une politique où ils ont développé les moyens de post-production qui intègrent aussi les apports en industrie. Ça, ce sont aussi des éléments... tout à fait intéressant pour le producteur qui n'aura pas besoin de louer effectivement un local et faire appel à des techniciens. Donc il y a quand même des réponses que l'institution donne dans un cadre réglementé, professionnel, et ça c'est important. On ne peut pas travailler comme ça en se serrant la main. Je veux dire, on est dans un rapport commercial. Nous, le ministère de la Défense, c'est aussi des missions de service public. Les enjeux dans la création sont aussi des enjeux avec une visée commerciale. Donc il faut pouvoir rendre les choses compatibles, et c'est toute l'action qu'on mène au quotidien justement pour faire en sorte que ça marche. Et les exemples sont nombreux. Le CPAD est en coproduction depuis l'origine des sujets sur Apocalypse.
voyez, donc, vous avez d'autres exemples avec des économies beaucoup plus réduites, donc où c'est encore plus important pour le producteur pour mener à bien son projet. Et je dirais pour le coup, pour le CPAD, le producteur en général peut être aussi satisfait parce que sans ce soutien en coproduction, des fois des projets ne voient pas le jour tout simplement. Donc ça c'est quand même important pour le CPAD et pour vous. Et nous on est aussi dans le rapport, je veux dire, vis-à-vis de l'ensemble des professionnels, on doit faire aussi passer ces messages-là. Comme vous êtes dans le documentaire, Olivier René a brossé le tableau sur l'ensemble des choses qui peuvent être mises à disposition, sur par exemple tout ce qui est docu-fiction. Donc toutes les scènes d'évocation qui suscitent une mise en scène, effectivement là vous pouvez vous adresser à nous et on fera aussi le nécessaire. De la même façon, vous pouvez rechercher souvent des cadres de toute nature au plan architectural qui peuvent vous servir pour faire des interviews. Là aussi, on est toujours dans la recherche de solutions. Alors c'est certain, au niveau local, le colonel qui veut vous aider, on comprend. Nous, on est sur la même approche, mais avec le cadre réglementaire en plus. Et c'est pas forcément ça peut être une contrainte au plan administratif, juridique, mais au final, vous obtenez les mêmes choses. Et c'est quand même préférable de pouvoir évoluer dans un cadre sécurisé, et pour vous et pour nous, parce que c'est ce qui permettra d'optimiser ce rapport et d'aller toujours plus loin avec vous. Merci. Alors, une dernière question, peut-être s'il y en a, parce que le temps a passé. Jeanne. Attends, tu vas avoir le micro. Merci. On a parlé, vous avez parlé des archives, également des secteurs de l'armée qui ont un fort impact imaginaire et que vous avez évoqué. Je voulais savoir si dans l'armée, il y a nécessairement d'ailleurs sans doute des services de prospective de l'armée, c'est-à-dire des armées du futur, des guerres du futur qui doivent être imaginées aussi pour pouvoir penser justement les armes ou la manière de... Donc une pensée stratégique, tactique aussi. Et si ces secteurs-là peuvent être ouverts, bien qu'ils soient de l'ordre, j'imagine, totalement du secret défense. Mais est-ce qu'il est possible, avec l'armée, de travailler dans ce registre-là ? Ah oui, je pense que ça doit être possible. Ça doit être possible. C'est évidemment un enjeu majeur, la réflexion, la projection stratégique. Ça concerne en particulier la direction générale de l'armement, qui est un des services, une des directions majeures du ministère et qui est engagée évidemment dans cette réflexion stratégique au premier chef. C'est un sujet effectivement très intéressant, mais a priori pas plus difficile que le renseignement ou la force service stratégique. Donc on devrait pouvoir aussi rentrer dans ce type de réflexion avec les limites d'usage. Service aussi. Pareil. Oui. Qu'on peut avoir les contacts. Merci, monsieur. Oui. Voilà, donc il n'y a plus de questions. Bon. Allez, vas-y, fais la dernière question. Ça arrive, le micro. Parce que la question qu'on a oublié de poser, c'est pas bien. Après, on rumine. Non, c'est... Dominique Baron, je suis scénariste-réalisateur. J'ai eu la chance de faire un film avec Philippe Torreton sur le sauvetage en mer, film qui ne se serait jamais fait sans l'apport de la Marine nationale, parce qu'on l'a écrit et coproduit avec deux autres amis réalisateurs. Et donc je vous en remercie. Mais j'essaie de comprendre depuis la différence entre le CIRPA, Service d'information et de relations publiques des armées, et vous. Est-ce qu'ils sont intégrés dans la mission cinéma ? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle est un petit peu plus compliquée. Vous avez parlé tout à l'heure de bienveillance vis-à-vis des scénarios qui ne sont pas forcément tendres avec l'armée. Et il se trouve que, par hasard, je travaille sur un projet assez avancé à l'écriture du harcèlement d'une femme dans une école d'officiers. Alors, ça peut se faire tout à fait sans l'armée, sauf que on a besoin de travailler dans les locaux. Alors est-ce que, avec votre accord et relecture du scénario, ça semble envisageable de travailler dans des locaux militaires, puisqu'une école d'officiers, par définition, est dans des locaux militaires, ou est-ce que c'est un petit peu compliqué pour vous d'aborder ce type de sujet, même si le scénario sera objectif et reconnaîtra que c'est quand même un cas très très rare dans l'armée ?
C'est un film d'actrice, hein. Voilà, pour être clair. Je vous remercie. Bon, donc, CIRPA et après harcèlement. Il y a deux questions. En 2 mots, mais j'ai déjà répondu. Le CIRPA, les CIRPA sont des services d'information et de communication qui dépendent de chacune des armées, donc ils font de la communication. La communication, ça n'a rien à voir avec la production audiovisuelle et cinématographique. Enfin, j'espère que de votre point de vue, c'est pas la même chose. Donc, eux, ils font de la communication, ils parlent avec des journalistes, ils font des dossiers de presse, ils font leur travail de communicant. Donc, on est évidemment en relation étroite avec les CIRPA. Nous n'avons pas autorité sur les CIRPA, puisque nous n'avons pas autorité sur les armées. Ça serait une ambition bien disproportionnée. La mission cinéma est transversale. Elle dialogue avec l'ensemble des services du ministère et avec l'ensemble des armées. Mais elle n'a pas évidemment autorité sur les CIRPA qui font leur travail de communication aussi bien qu'ils le peuvent. Mais a priori, ce que le ministère leur demande, c'est que s'ils sont sollicités d'un projet d'ordre cinématographique et audiovisuel, ils en réfèrent à la mission cinéma et c'est nous qui devons instruire les projets de production audiovisuelle et cinématographique. C'est notre rôle, c'est notre mission. C'est pour ça qu'on a été créé et qu'on intervient. Alors, si... Les scénarios à sujet difficile, par définition, ne sont pas exclus. Alors après, il faut convaincre, puisque nous ne sommes pas dans une... on n'a pas autorité sur les armées, comme je vous l'ai dit, on est dans un dialogue avec elles. Donc pareil pour les institutions. Là, si vous faites allusion à une grande école d'officiers, si on leur propose qu'un tournage puisse avoir lieu sur un film qui les concerne très directement, ils vont évidemment avoir à se prononcer. Et alors là, c'est une question de dialogue, et c'est une question de conviction, c'est une question de pari sur la création. Nous, on défend le pari sur la création. Alors, ce serait inconséquent de ma part de vous dire que tout blocage est exclu. Tout blocage n'est pas exclu, malheureusement. Ça fait partie des réalités d'une institution complexe, au sein de laquelle on a une mission qui est clairement définie, avec un soutien fort du ministère, mais dans certaines limites, sans doute, bien que pour le moment, on n'ait pas rencontré de vraies limites. Mais le sujet m'intéresse là. Admettons le sujet présenté, ça bloque. Est-ce que, par exemple, le ministre peut dire non, je veux que ça se fasse ou pas? Est-ce qu'il là, bon, en plus vous pouvez répondre parce qu'on est en période où bon, voilà, ça sera plus le même. Non, mais c'est parce que c'est un vrai sujet, parce qu'en termes de communication, c'est pas forcément mauvais pour l'armée que le problème soit posé. Voilà. Moi, c'est ma position. Hein. Ma position est de dire qu'aucun sujet ne doit être exclu a priori. Évidemment, le ministre a autorité sur son ministère, pleine et entière, donc. Est un traitement objectif du sujet. Bien sûr, bien sûr. Non. Ça sera forcément un traitement particulier. On peut imaginer une école d'officiers tournée ailleurs que dans une école d'officiers, mais dans des bâtiments militaires. Il suffit de rajouter quelques... Ok. Merci beaucoup. Donc, merci d'être venu. Merci pour l'invitation à la SACD. Notre commandant Molinier, là, merci beaucoup. Et donc, vous avez bien compris, c'est le point d'entrée, c'est la mission cinéma. Donc, on fera un compte-rendu sur le site, on mettra toutes les coordonnées. Et je vous remercie vraiment d'être venu et vous aussi d'être venu participer avec toutes les questions à cette discussion. Voilà. Et bonne journée à tous et à toutes.